Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour cette matinale des partenaires organisée par Anitech. Et vous venez juste d'écouter Jonathan Duval, le nouveau président d'Anitech, qui a réexpliqué cette organisation, cette association et également sa vocation. Alors tout au long de la matinée, nous allons aborder différents sujets liés à la sécurité. Et pour commencer, cette première table ronde va porter sur les nouveaux marchés de la sûreté. Alors effectivement, face à l'évolution constante des menaces, nous sommes devant une sûreté, face à une nouvelle ère de la sûreté, pourrais-je dire, avec une vraie transformation digitale avant tout, mais aussi avec bien d'autres transformations qui vont entraîner des changements qui vont créer de nouvelles opportunités au niveau des offres notamment, mais également de nouveaux défis. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Vincent Bouche, bonjour. Bonjour. Alors Vincent, vous êtes responsable marketing produits opérationnels chez Hurmet France. Oui. Hurmet étant un fabricant d'interphones, de solutions de contrôle d'accès, de domotique et de vidéosurveillance. Exactement. J'ai également le plaisir d'accueillir Patrice Ferrand. Bonjour. Bonjour. Alors Patrice, vous êtes Regional Sales Manager France, mais également Afrique du Nord et Ouest. Chez Mobotix, on le rappelle, fabricant allemand, leader de systèmes de vidéo IP, des leaders de systèmes vidéo IP intelligents. Entreprise allemande, comme je le disais, donc forcément reconnue comme entreprise mondiale innovante, robuste. Allemand, on va parler de robustesse, ce savoir-faire made in Germany avec une performance et une qualité que vous allez évoquer juste après. Et puis Servan Lépine, bonjour. Bonjour. Alors Servan, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant d'Excelium. C'est une entreprise de sécurité qui développe des services et des solutions de sécurité pour réduire tous les risques et menaces liés à la sécurité. Et le groupe s'appuie notamment sur l'émergence de nouvelles technologies et sur les réseaux de télécommunications pour proposer des offres globales et modulables en sécurité. Bravo. Merci beaucoup. Alors, on va tourner autour de deux axes concernant cette table ronde. On va avoir 40 minutes pour en parler. Le premier axe, ce serait de pouvoir parler de la protection des personnes et des biens et surtout des tendances du marché produits et solutions. Alors, tout d'abord, Vincent, comme je le disais, concernant, vous représentez Hurmet ce matin, vidéophonie, contrôle d'accès, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui ? Pour bien comprendre les tendances, les évolutions des marchés, il faut toujours regarder un petit peu le passé. Comment a évolué jusqu'à présent le contrôle d'accès ? En 1879, on va longtemps en arrière, la clé PTT était nécessaire pour pouvoir laisser rentrer le prestataire de service. Il fallait distribuer le courrier, sécuriser l'entrée. En 1997, problématique, la clé PTT dans toutes les poches, elle est facilement copiable. Forcément, il faut augmenter le degré de sécurité, mais on a aussi plus de prestataires qui peuvent rentrer dans le hall d'entrée et des services de sécurité, d'urgence. Donc là, à ce moment-là, on a développé la partie Vigic. Vigic est arrivé sur le marché, permettant de laisser rentrer ces prestataires. Quelle année, 1997. 1997, ouais. ce qui remonte à quelques années. Et ça a amené en plus beaucoup de technologies pour le résident, parce qu'il en a profité aussi, avec un badge lecture-écriture. C'est-à-dire qu'on va apporter l'information dans le badge. Donc on a une facilité de badge de changement du badge, et aussi une gestion à distance en ligne téléphonique à l'époque où la ligne téléphonique n'était pas toujours très fiable. Oui. On ne savait pas comment allait répondre le matériel. Et en 2024, nouvelle évolution, le Vigic Plus. Le Vigic Plus, en fait, qui permet en fait de centraliser les prestataires dans un serveur sécurisé, ce qu'on appelle le RCV. Ce qui permet en fait d'aller regrouper toutes ces informations, mieux les contrôler, mieux les gérer et avoir une meilleure flexibilité au niveau de leurs horaires et leurs zones d'achalandise. Et pour le résident, encore une évolution supplémentaire, puisque le badge MyFair maintenant il est copié depuis longtemps, il était encore sécurisé pour nos systèmes, il y est encore parce qu'on travaille tout le temps à la course pour pouvoir changer le petit cryptage qu'on a à l'intérieur, mais il faut monter le palier pour être tranquille pendant longtemps. Le badge Memo Plus, par exemple, chez nous, la gamme Memo Plus, est un badge Deathfire EV3, donc
on sécurise la ligne entre le badge et le lecteur et on fait un chiffrage EAS 128 bits qui permet en fait d'être au plus haut niveau de sécurité, au niveau du chiffrement de la donnée. Alors on le voit bien hein, au niveau de l'évolution du marché, il y a le produit en tant que tel, mais il y a surtout aussi cette sécurisation qui est devenue essentielle, on le voit bien aujourd'hui, qui est peut-être la pièce maîtresse. Exactement, parce que on comprend très bien pourquoi un résident va dans un artisan local, faire un double de badge, c'est facile, c'est pratique, il n'y a pas de démarche à faire. Par contre, en fait, on oublie que derrière, il y a un problème de sécurité du hall. À ce moment-là, les résidents vont avoir un non-contrôle du nombre de badges et du porteur du badge. Mais pire, avec ces systèmes qui sont facilement copiables, on peut aller copier le badge de quelqu'un à proximité et rentrer à son insu dans l'immeuble, pouvoir le suivre et d'avoir des très graves problèmes de sécurité. Donc là, il faut augmenter et d'avoir des logements de plus en plus, des bâtiments de plus en plus connectés et plus sécurisés. Très bien, alors vous l'avez expliqué, hein, on voit cet aspect de sécurisation. Est-ce que, alors c'est vous qui offrez ce service aujourd'hui au regard de l'évolution du marché, est-ce que au niveau tant professionnel que résidentiel, ce sont également des demandes fortes de la part des clients ? Oui, c'est une demande forte qui passe d'abord sur un usage simple. Le bâtiment est bien connecté parce qu'on en a besoin pour la sécurité, très bien, on en a parlé, mais aussi parce que dans le hall d'entrée, on met des écrans de hall pour améliorer la communication entre le gestionnaire et le résident. Mais dans le logement, on va aussi améliorer la connectivité, puisque en fait, le moniteur s'intègre déjà dans un système type Yokis de domotique, qui permet facilement de mettre des pilotages de lumière, d'éclairage, de chauffage, mais en plus qui peuvent venir connecter sur maintenant les nouveaux protocoles Zigbee, et qui va permettre de rentrer dans un scénario complet. Et ce moniteur-là est déjà avec des reports téléphoniques sur le smartphone, et donc il est connecté. Et les technologies comme Tell2Voice est une solution qui est hybride, qui permet de laisser la flexibilité en fait aux résidents d'avoir soit un smartphone, soit un moniteur, soit les deux dans son logement, parce qu'il y a quand même des réglementations derrière, des obligations que tout le monde doit pouvoir utiliser le système, même s'il y a des fractures numériques, même s'il n'y a que 70% des personnes de plus de 70 ans qui ont un smartphone, il y a quand même 30% qui n'en ont pas. Et on reviendra sur ce sujet juste après. Avant ceci, merci beaucoup Vincent. Avant ceci, Servan, vous avez écouté religieusement Vincent sur effectivement cette évolution vidéophone, contrôle d'accès, avec ce Vigic Plus notamment qui est apporté, cette sécurisation. Vous, à votre niveau, lorsqu'on a préparé la mission, ce qui vous semblait important, c'était d'une part l'approche de coordination, et puis également, vous nous avez parlé de cet aspect de téléservice et puis aussi de drones et robotique. On vous Exactement. En fait, la sécurité est un sujet central à tous les niveaux. Et depuis quelques années, on voit quand même différentes choses assez probantes. La première, c'est des ouvrages de grande ampleur, comme la construction de métros, de lignes TGV, qui sont de plus en plus vulnérables et pour lesquels il faut aujourd'hui adapter des solutions technologiques à partir de la vidéosurveillance, de systèmes de géolocalisation, pour les surveiller sur des très grandes distances, sur des périodes parfois de 3-4 ans, et préserver l'intérêt des sociétés qui les construisent. Donc dans ce cadre-là, en effet, vient s'agréger un couple homme et technologie avec des moyens humains, mais comme les moyens humains coûtent de plus en plus cher, eh bien il faut y associer des moyens technologiques avec une supervision centralisée, une transparence donnée aux donneurs d'ordre complète, parce que les clients veulent savoir exactement en permanence ce qui se passe sur leur chantier, sur leurs différents tronçons. Donc on informatise un petit peu toute cette gestion des données pour permettre de suivre de façon très précise et réactive derrière l'action d'interpellation qui doit suivre autour de la vidéosurveillance, avec soit des moyens humains, sécurité mobile par exemple, ou directement les forces de l'ordre qui sont associées à ce type d'approche ou à ce type de solution. Pour continuer, ce qu'on voit derrière ça, c'est aussi des environnements qui, jusqu'à présent, étaient relativement délaissés. Je pense notamment au secteur agricole, qui est un secteur aussi qui a de plus en plus de besoins de sécurité, parfois saisonniers. Donc là, on voit apparaître ce qu'on appelle des solutions temporaires de sécurité qui viennent renforcer le niveau de sécurité de façon ponctuelle pour des durées déterminées et
en faisant varier le niveau des prestations dans l'espace et dans le temps. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on vient surveiller des zones de production un peu sensibles dans certaines périodes, mais aussi, chose sur lesquelles on est très implanté aujourd'hui, les méga-bassines. Vous avez entendu parler de l'exemple de Sainte-Soline. On en entend moins parler actuellement. Voilà. Alors, c'est normal parce qu'il y a eu un certain nombre de protestations des écologistes, mais qui devraient se régler. Il y a une dizaine de méga-bassines aujourd'hui autour de Sainte-Soline qui ont été construites. Un certain nombre de dossiers sont encore en cours. Et on a, dans ce cas-là, après avoir sécurisé la construction des ouvrages, mis en œuvre des solutions définitives de sécurité intégrant de la vidéosurveillance intelligente, avec des caméras thermiques, de la téléinterpellation, toujours pour générer un comportement à distance et renvoyer les informations en temps réel sur notre centre de contrôle pour permettre après de réagir convenablement. Caméra de vidéosurveillance, mais je parlais juste avant drone, c'est également le cas, drone robotique. Alors, les drones, on peut en parler parce que c'est une solution très, très nouvelle, très, très moderne. Nous avons déjà installé un premier drone de surveillance dans un important site en Occitanie, qui est géré à partir de Nantes, à partir de notre centre de contrôle, où on a formé, qualifié en aéronautique 9 de nos téléopérateurs qui ont la main et pour lesquels, en fait, dans un espace de plusieurs dizaines d'hectares, nous surveillons intégralement l'ensemble de l'environnement à partir d'un drone télépiloté à partir de Nantes et avec une qualité visuelle de jour comme de nuit tout à fait exceptionnelle. Et là encore, coordonné avec des moyens humains de sécurité, en sécurité mobile ou statique, parce que parfois on vient s'appuyer aussi sur des prestations humaines, et puis surtout des moyens, et puis bien sûr les forces de l'ordre, avec des plans de prévention pour intervenir aussi rapidement de leur part. Merci beaucoup, Servan. Alors, je me tourne vers vous, Patrice. Vous avez écouté Vincent et Servan apporter sur leur expertise par rapport à leur domaine sur ces évolutions de marché. Alors, là encore, quand on a préparé l'émission, vous avez orienté, alors on connaît les caméras, la robustesse, c'est ce que je disais. Vous êtes sans cesse dans cette innovation, recherche et développement, qui est un gros enjeu pour vous et où vous investissez assez conséquemment tous les ans. Mais vous avez également signifié que cette évolution devait prendre en compte aussi l'évolution climatique, quelque part. Et que c'était là un axe, si je ne me trompe pas, majeur chez Mobotix. Alors c'est en effet un axe majeur. C'est vrai qu'on connaît Mobotix par ses caméras. En fait, mais au final, quand on regarde Mobotix, en fait, Mobotix est construit autour de l'environnement, c'est construit autour de la robustesse, autour des vulnérabilités pour aller porter des solutions. Donc ces solutions, en fait, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on parle de tendance, ou on parle de marché, et il faut revenir, en fait, au départ, aux besoins du client. C'est très bien ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait. C'est qu'on part d'un besoin d'un client, d'une évolution avec cette révolution de l'IA, des métadonnées qui sont extraites. Et je voudrais prendre 3 exemples qui, moi, en fait, je trouve sont intéressants, qui concernent l'environnement. Avant de passer de l'environnement, donc le premier, c'est la sûreté, le deuxième, c'est la sécurité, le troisième, c'est la prévention. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Voilà, et à chaque fois, c'est des fonctions en fait indépendantes dans l'entreprise. Par contre, il y a 3 sujets qui fédèrent autour des plateformes qu'on voit, les hyperviseurs. Le premier, c'est la sûreté. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'IA apporte des nouvelles orientations. Je donne un exemple. On est sur un immeuble. On parle tous de l'API. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un installateur installe un système l'API, il introduit une vulnérabilité. Parce que dans une image, et vous allez comprendre pourquoi je vais aller vers l'environnement, dans une image, en fait, au final, quand on fait la reconnaissance de texte, on oublie que moi, si j'ai vu avec mes yeux la plaque, sur une petite page, comme ça, je montre à la caméra l'API et je rentre. L'IA a apporté en fait un sujet qui est que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut reconnaître la plaque, reconnaître la marque du véhicule, le modèle de véhicule, le type de véhicule. Donc cette IA, elle accélère beaucoup de sujets. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer uniquement avec mon numéro de plaque, mais sur une double, une triple authentification sur ce que l'IA apporte. Le deuxième, qui rejoint l'environnement, c'est tout ce qui est le risque industriel. Donc on va parler de la sécurité incendie. Je
Je me souviens qu'on a commencé à travailler avec les opérateurs de déchets ou tout ce qu'on appelle les ICPE. C'était une vraie problématique. On met des systèmes d'incendie qui peuvent créer une autre vulnérabilité. Tout à fait. Un système ici qui détecte en effet la flamme et la fumée, le feu il est déjà là, il a déjà commencé. D'où l'importance de la prévention. D'où l'importance de la prévention, qui fait qu'entre la sécurité incendie, on rapproche la prévention pour porter des technologies qui, à travers l'image, vont pouvoir analyser le contenu pour en fait éviter cet incendie. Donc on a travaillé avec le CNPP qui a fait un excellent travail à la demande, nous, de nos clients, toujours pour revenir sur le besoin, qui était comment on pouvait en fait remonter ces alarmes en prévention et en fournissant les données des évolutions de température, parce que ce qui intéresse aussi en fait les pompiers, on parlait tout à l'heure des policiers, il ne faut pas oublier les humains qu'il y a derrière, les hommes, les policiers ou les exploitants, c'est qu'ils puissent en fait voir ces évolutions finalement de température pour ne pas se mettre en danger. Donc on parle de feu de batterie, vous pouvez imaginer tout ce qu'on entend. Troisième, la prévention. La prévention, elle vient aussi, donc là on parle, alors juste avant, on parle d'environnement. Il n'y a pas très longtemps, il s'est passé quelque chose où il y a un feu d'incendie, en fait pas très loin de chez moi, et il s'est passé une chose, pollution de l'air. Aujourd'hui, nos systèmes sont capables de mesurer la qualité d'air. Donc, on n'imaginait pas qu'un système de vidéo pouvait coupler en fait des détecteurs. Donc, vous avez des capteurs aujourd'hui intégrés au système de vidéosurveillance qui vous permettent en sus de pouvoir capter la bonne... La qualité d'air ou les polluants en fait qui peuvent arriver. Donc en fait dans tout cet environnement, tous ces capteurs finalement qui sera un sujet après, qui sont ces IoT, peuvent être fédérés dans les plateformes. Et dans le dernier sujet, en fait, je viens de Santé Expo, aujourd'hui on parle de prévention, c'est aussi les chutes de personnes. Ouais. C'est aussi un sujet, comment l'IA apporte. Donc on voit vraiment 3 marchés, sur ces 3 marchés, où l'installateur, maintenant, il n'installe plus un produit. Il va chercher une solution pour se différencier aussi de ses confrères, parce qu'on a on a des produits sur étagère, et la force finalement, en fait, de l'installateur, c'est plus d'être un installateur, c'est d'être un intégrateur, un opérateur de services pour les proposer des services, des fonctionnalités à l'utilisateur. Tout à fait, et de nouveaux services, et toujours mieux conseillés. Et vous avez raison de le spécifier, Patrice, la prévention et l'anticipation qui, chez l'utilisateur, en fait, est le mot d'ordre, puisque mieux on anticipe et mieux on prévient, moins il y a d'incidents qui vont survenir. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la deuxième partie de l'émission qui porte cette fois sur les nouvelles orientations, mais également obligations de la sûreté. Vincent, vous avez commencé à dévoiler un petit peu et évoquer tout à l'heure ce besoin, ou du moins ces nouveaux services qui sont apportés aujourd'hui. Alors, pour les personnes... qui sont plus vulnérables, on va dire, en fragilité. Là, peut-être davantage pour les logements. Les logements, est-ce que vous appelez les maisons intelligentes pour les seniors ? C'est ça, exactement, en fait. Le logement évolue beaucoup, en fait, tout simplement parce que l'évolution démographique de la France évolue. On sait que 27% des plus de 60 ans, il y aura 27% de la population qui aura plus de 60 ans en 2050. C'est quand même une part énorme. On passe de 1 sur 5 à 1 sur 3 au niveau des personnes. Donc, il y a un marché énorme qui se crée parce qu'il y a des besoins énormes. 80% des personnes veulent vieillir chez elles et 15% des personnes sont en vulnérabilité après 60 ans. Donc, en fait, on a des gros défis à relever et la technologie va nous aider là-dedans. Sur 2 principes, comme on dit tout à l'heure, la domotique, parce qu'en fait, elle donne tout un écosystème complet qui permet de piloter des éclairages, des volets roulants, des lumières pour éviter des chutes notamment. On parlait tout à l'heure de chutes dans le logement. Mais aussi une intelligence artificielle, chez nous c'est Solinov, qui va permettre en fait d'analyser tous les besoins, en fait, toutes les habitudes de vie de la personne en auto-apprentissage. Et quand quelque chose va se déclarer qui est une alerte potentielle, une bienveillante attention, une sorte de télésurveillance mais améliorée, va pouvoir analyser tout ça, il va pouvoir rappeler la personne s'il y a besoin. C'est pour pouvoir remettre toujours du cœur au milieu de l'IA. L'intelligence artificielle, c'est important, c'est essentiel, ça va nous permettre d'avoir un meilleur suivi, une meilleure compréhension de ce qui se passe, mais en même temps, on a besoin d'avoir des hommes derrière parce qu'en fait, la solitude des personnes, on sait bien l'isolement est d'un des premiers problèmes. Cette télésurveillance dont vous parlez, Vincent, ce sont des sociétés de télésurveillance ou bien... C'est Solinov Service chez nous, donc c'est une brique chez nous qui est référencée, ça nous appartient.
quotidien, ou qui nous permet en fait d'avoir vraiment le contrôle et la maîtrise complète de ce qui va se passer, parce qu'il faut apporter un degré de service qui est bien supérieur à juste une alerte pour dire ok, je suis en danger, je suis tombé, ok, là il y en a besoin, mais on a besoin aussi d'aller beaucoup plus en amont en fait au niveau de la vie des personnes, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens. Les gens, souvent on met une montre anti-chute, un bracelet anti-chute, à partir du moment que la personne va tomber, va bientôt aller à l'EHPAD. Donc c'est toujours les derniers recours qu'on a besoin. Ce qu'on veut nous, c'est que le logement soit équipé, qu'on suive la vie des personnes et je suis jeune, j'ai besoin juste de pilotage, d'éclairage et de chauffage. Je suis plus vieux, j'ai besoin de sécurité. On rajoute, si j'ai laissé la porte ouverte ou autre chose, mon feu qui est allumé sur la gazinière, je suis en sécurité parce qu'on a des paliers supplémentaires et on a aussi une bienveillante intention qui va pouvoir permettre de faire un vrai suivi de lien social. Alors, on est sur 3 axes, juste pour dire. Nos 3 axes phares, c'est prévenir, prévoir et protéger. Merci beaucoup Vincent. Juste pour avoir un petit peu plus de précision et pour les personnes qui nous suivent sur LinkedIn et en présentiel aujourd'hui sur cette matinale, on a bien compris, parler de ces maisons, on le sait, les seniors veulent rester de plus en plus chez eux. On a de plus en plus de résidences seniors également. Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, vous adressez également cette solution à ces marchés ? Tout à fait. En fait, la résidence senior, c'est de plus en plus, elle évolue comme un logement externe à médicaliser. Donc en fait, on est sur une même cible de marché où les gens ont les mêmes besoins, même de sécurité. Il y a simplement plus de services dedans. Donc oui, ces services-là sont adressés. Et pour revenir tout à l'heure par rapport aux installateurs, on connaît la base essentielle d'un intégrateur, c'est l'expertise et le conseil. Et là maintenant, on comprend qu'il faut aussi la flexibilité de plus en plus importante. Merci beaucoup Vincent. Servant, par rapport à ces nouvelles orientations et nouvelles obligations, alors je sais que vous aviez un point commun, mais je vais vous laisser la parole dans un premier temps. Je sais que Patrice rebondira sur ces opportunités de coordination et de décloisonnement. Oui, on vient de l'évoquer un petit peu aujourd'hui. C'est vrai que de plus en plus, la partie technologique est adossée à des centres de supervision, on va les appeler comme ça, et qui vont largement évoluer dans les années à venir avec l'émergence de l'IA. Mais de toute évidence, on ne peut plus laisser un équipement aujourd'hui sans réponse alternative pour ensuite continuer la chaîne de la sécurité et intervenir à bon escient derrière. Ce qui est important derrière tout ça, en réalité, c'est la protection de la donnée. C'est une dimension nouvelle qui apparaît par rapport à notre filière, qui, face à l'émergence de la cybersécurité et la nécessité de la cybersécurité face aux attaques dont on maîtrise rarement l'origine, qui viennent d'un peu partout à travers le monde, et pour lequel une grande partie des installations actuelles sont très mal protégées parce que intégrées dans un système informatique des clients sans véritablement savoir, sans véritablement savoir, excusez-moi, que le client sait bien à quel niveau de son système d'information celui-ci est rattaché, et donc ne pas procéder à la mise à jour des firmware, des protections système, et derrière ça, créer des grandes vulnérabilités. Donc ce risque cyber devient central autour des services de sécurité qui s'adossent aux technologies qui sont présentées aujourd'hui. Je présume également que, Vincent, c'est la même chose pour vous. C'est essentiel. En fait, la norme en fait, nous amène là-dedans, puisqu'il y a l'arrêt de cyber, il y a le Resident Cyber Act, voilà, il y a la NIS 2, il y a tout ça qui entraîne l'entreprise et les produits dans une partie sécurité. Mais en plus de ça, on doit valoriser aussi les bonnes pratiques. Je parle un peu peut-être du syndicat IGNES, avec qui on travaille aussi pour valoriser en fait les bonnes pratiques de la sécurité. Et dedans, il y a toute une partie cyber, parce qu'en fait, c'est essentiel au niveau de la protection des données, puisqu'on est au cœur des gens. Alors Patrice, j'ai envie de dire, je faisais exprès de vous garder pour la fin sur ce sujet, parce que je sais que chez Mobotix, cette certification, d'ailleurs vous avez une certification ANSI, si je ne m'abuse, sur la partie cyber, la certification chez vous, c'est quelque chose de primordial. En fait, on a travaillé, ça fait plus de 15 ans sur ce sujet, donc on a eu le bonheur de voir que l'ANSI a sorti en fait ses cibles de sécurité. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, 2 cibles de sécurité, une première en fait sur les caméras, une deuxième sur les VMS. C'est aussi un peu unique en Europe, puisqu'il ne suffit pas d'avoir des certifications services ou des certifications produits.
auprès du CNPP, auprès d'autres organisations. Donc on travaille avec 2 organisations de notre côté. Enfin, on ne peut pas dire qu'on travaille avec ces organisations, on est en relation avec ces organisations qui sont en fait en France l'ANSSI et en Allemagne BSI, puisqu'on vient juste d'annoncer là en effet aussi que nos produits ont subi des pan tests, toute la gamme, alors que ce soit les produits de chute de personnes, que ce soit les produits en effet de sécurité incendie, que ce soit les produits vidéo. Parce que trop facilement, et c'est le piège pour les installateurs, et puisque c'est quand même en fait la matinée des installateurs, à un moment donné, il ne faut pas oublier que depuis la directive NIS 2, les installateurs ont une responsabilité, même si ce n'est pas passé, un devoir de conseil de proposer des solutions non vulnérables. Et ces solutions non vulnérables, en fait, elle n'est plus uniquement sur le produit, elle est sur le système. C'est très bien, en fait, tout ce que vous disiez tous les deux, en effet, Vincent et Servan. Et on va vers un marché où, au final, nous, le concept Cactus, c'est très simple, 3 branches. Le produit, la visualisation et puis l'enregistrement. Il faut que le système il soit intègre parce que c'est déjà écrit dans les normes en fait. Les normes autour de la vidéo, c'est déjà écrit. Donc aujourd'hui, les cibles sont là. Aux industriels de répondre sur ces cibles et surtout aux installateurs en effet de l'Anitech de faire attention à ce qu'ils vont dire parce que le client il va les piéger quand la France va annoncer que ça y est, la directive NIS 2 sera transposée. Et ils en auront la responsabilité, ils ont un devoir de conseil. Il y a aujourd'hui, avec cette fameuse NIS 2, une vraie responsabilité qui est engagée et on ne parle plus uniquement d'OIV, on va beaucoup plus loin. On l'a vu et cette transposition ne saurait tarder. Mais les installateurs sont déjà responsables de ce qu'ils proposent. Donc, merci beaucoup, Patrice, pour ceci. Servan, il y a également un autre sujet que j'aurais aimé évoquer avec vous sur tout ce qui est notion de service, de téléservice et plateforme de consultation avec l'IA. On en a un petit peu parlé tout à l'heure de l'IA et j'aimerais revenir sur cet aspect qui est une nouvelle orientation, soit, mais aussi, là encore, avec des obligations. Et des limites. Et des limites. Tout à fait. En effet, donc, je pense que c'est la grande révolution de notre secteur d'activité à tous les niveaux. Toutefois, il faut rappeler une chose quand même qui est assez forte, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est largement utilisée dans le domaine privé, donc dans les entreprises, dans des lieux individuels, mais pas du tout dans les lieux ouverts au public ou sur la voie publique, sur lesquels on a quand même de grosses menaces et sur lesquels aujourd'hui il est temps au niveau français d'évoluer parce que quand on voit nos confrères européens, ils ont avancé, préservé les libertés individuelles, mais encadré de façon très pragmatique ces usages. Et ça, je pense qu'il y a un vrai sujet. Pour continuer votre question, il est évident qu'au niveau des centres de supervision de données, puisque la donnée devient centrale dans toute cette sécurité globale, avec des notions de cybersécurité, de protection de la donnée, eh bien, l'IA s'invite de façon évidente dans le traitement de l'information d'alarme, de façon à être plus rapide, plus efficace, pour pouvoir être orienté sur différents supports de communication. Aujourd'hui, dans la télésurveillance traditionnelle, on appelle le client au téléphone, on le dérange la nuit pour vérifier qu'il n'est pas à l'origine d'un dysfonctionnement. Et demain, c'est fini. Demain, c'est tout automatisé. Le client se met en disponibilité ou en non-disponibilité. Et il y a des protocoles qui sont écrits et qui s'opèrent immédiatement pour traiter la donnée. Et ça, c'est véritablement la grande évolution, avec certainement demain même des agrégats de données périphériques sur des notions d'insécurité sur tel et tel secteur, de façon à permettre au client de moduler son niveau de sécurité en fonction de ses besoins, de son budget, et de pouvoir mieux anticiper d'éventuelles attaques. Voilà, alors, par rapport à ce que vous dites, Servan, c'est souvent un petit peu ce qu'on entend régulièrement, l'IA est une très bonne chose, révolutionne, mais va entraîner la disparition de certains métiers. Vous parlez là de la télésurveillance, si j'ai bien compris, vous dites, bon, demain, finalement, ça s'opérera un peu tout seul. Est-ce que c'est quand même un accompagnement, une aide complémentaire, ou est-ce qu'il y aura forcément moins d'acteurs dans le domaine de la sécurité, tels que, par exemple, la télésurveillance ? Il est évident que c'est un métier qui va se transformer très largement et que
déjà, on rencontre de grosses difficultés de recrutement. Aujourd'hui, travailler la nuit, le week-end, le jour de Noël, c'est toujours difficile pour recruter. Donc, il est évident que ce métier va se transformer, mais il va se valoriser. Et donc, de fait, on aura toujours une présence humaine dans ces centres, mais ils seront là pour traiter le cas exceptionnel dans lequel la machine sera incapable de traiter. Mais de toute évidence, on va vivre une véritable transformation. Véritable transformation avec un accompagnement, effectivement, des dispositifs mis en place à ce niveau. On aura d'ailleurs, durant la matinée, à traiter de ce sujet sur la formation. Patrice, un petit mot sur ce sujet ? En effet, c'est une bonne remarque. Nous, on le voit avec nos produits. On ne s'attendait pas que nos produits soient portés par des télésurveilleurs. Quand on parle de télésurveillance, c'est toujours la levée de doute dans le domicile ou dans l'entreprise. Mais certains télésurveilleurs ont vu ce marché tourner, et je donne un exemple, je ne vais pas citer de nom de télésurveilleurs, qui se sont dit, la détection incendie, c'est un sujet. Donc pourquoi moi, qui ai des opérateurs derrière, je ne pourrais pas rajouter un nouveau service de télédétection, en effet, de feu de batterie dans un parking, enfin d'un départ de feu potentiel dans un parking en sous-sol, de surveillance de zones de déchets ou d'enfouissement de déchets. Donc en fait, on voit ce métier du télésurveilleur adresser aussi beaucoup d'autres choses jusqu'à la chute de personnes, et qui est un sujet, en fait, un EHPAD à domicile. Alors c'est vrai qu'il y a un très gros salon qui se passe actuellement, qui est Expo Santé. Quelqu'un qui est dans son domicile, une personne âgée qui souvent, en effet, a plus de 80 ans et chute. Comment un bouton panique ne va pas être en effet très efficace. Une information peut remonter et de savoir si la personne en effet est au sol, parce qu'elle aura un système de télédétection qui sera plus uniquement en fait un capteur. Donc on voit cette transformation des télésurveilleurs et puis les algorithmes qui apportent des choses complémentaires. Mais le sujet de la détection précoce d'incendie est devenu un très gros sujet chez les télésurveilleurs, qui est une opportunité. Merci beaucoup, Patrice. Le mot de la fin, Vincent, par rapport à ce sujet. Alors, vous êtes à la fois, puisque vous avez votre propre centre de télésurveillance, comme vous l'avez expliqué, et puis l'IA, c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, puisque ces données sont essentielles pour vous. Comment vous voyez les choses Ça revient à peu près à agréger toutes les données qu'on s'est déjà dit tout à l'heure. En fait, on voit même maintenant au niveau du logement, il y a énormément de produits différents pour pouvoir adresser énormément d'informations pour alerter correctement. On voit bien qu'un système domotique simple, finalement connecté, devient ouvert avec du Zigbee, avec des produits partenaires. Donc là, il va pouvoir les gérer. Le Zigbee, c'est pas magique. Finalement, ça traite une partie de l'information, mais ça demande des développements pour pouvoir les intégrer correctement et l'utiliser comme il le faut, parce que c'est pas juste pour allumer une lumière, ça sert à rien. Et après, derrière, aller encore plus loin avec des ouvertures de connectés, comme par exemple avec AirZone. On a un partenariat qui nous permet de gérer jusqu'à 100 marques de chauffage. Donc on ouvre tout d'un coup un monde nouveau. Et donc ce monde nouveau-là a besoin d'intelligence artificielle, de plus en plus de personnes derrière pour comprendre ce qui se passe. Et donc le métier, il change. Et effectivement, le métier, je pense qu'il n'y aura pas moins de personnes. Il y a des personnes qui vont faire différemment, des choses différemment. Ils vont être aidés dans leur métier et vont être beaucoup plus fins sur l'alerte et de prévenir en fait beaucoup plus tôt. Alors, sur ces bonnes paroles, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission qui fait partie de cette matinale Anitech, la matinale des partenaires Anitech. Restez connectés avec nous, puisque dans quelques minutes, nous allons poursuivre avec une nouvelle émission qui porte sur la collaboration, sur les systèmes de sécurité temporaire. Je vous remercie. Tous les trois. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous tous.